Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, les sujets qui vous intéressent et qui vous concernent, votre quotidien, bien entendu. Philippe Bilger pour en parler, Elisabeth Lévy, Tom Conan et vos appels au 0826 300 300 avec notre Alain, notre vraie voix auditeur qui nous appelle de Lyon. Et vous, bien sûr, au 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, l'économiste Jean Pisani-Ferry a donc proposé la mise en place d'un ISF vert, un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des contribuables les plus riches. Une annonce qui a été enterrée par le gouvernement, mais qui n'est pas sans conséquence. Oui, si cet impôt était instauré, certains experts craignent que ce ne soit les contribuables qui en payent le prix fort. Ouais. N'oublions pas ce que disait Christian Gaulier, un des auteurs du rapport du GIEC, l'action climatique va coûter très cher. Jusqu'où faut-il sacrifier le pouvoir d'achat des générations présentes pour affronter nos responsabilités envers les générations futures? Alors, est-ce que pour vous êtes prêts, au nom du climat, à sacrifier votre pouvoir d'achat? Ou est-ce que vous n'en avez pas les moyens parce que déjà les fins de mois sont difficiles? Qu'est-ce que vous en pensez? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Olivier Babot, est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Vous êtes économiste et président de l'Institut Sapiens et auteur de La tyrannie du divertissement, publié chez Buchet-Chastel. On revient avec vous dans quelques instants, Philippe Bilger. Cet impôt, même si pour l'instant il est rejeté par le gouvernement, pourrait peut-être voir le jour un jour, justement. Alors, la tyrannie du divertissement, je me demandais si la tyrannie n'était pas un divertissement parfois pour certains. Mais c'est une absurdité, pardon. Je voulais dire que, d'abord, je suis un profane absolu dans ces domaines écologiques. Et même si je perçois un tout petit peu le danger du dérèglement climatique, l'offensive qu'il convient de mener contre tous les signes éclatants de bousculement et du basculement de notre planète, je ne parviens pas à être suffisamment conscient de ce qui se passe pour accepter, disons net, qu'on ampute mon pouvoir d'achat. Peut-être tout simplement parce que je ne suis pas encore dans cette génération qui va avoir pesé sur elle et sur son destin les conséquences délétères de ce bouleversement climatique. Je ne sais pas, si j'avais 50 ans de moins, peut-être ne ferais-je pas la même réponse. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, un peu de vérité ne nuit pas, et pendant des années, on nous a enfarinés avec la merveilleuse économie verte. Vous savez, qui allait créer la lutte, je veux dire, la verdisation de toute la planète et l'arrêt de nos méfaits allait créer des millions d'emplois donc verts. Bon, tout ça, c'était des sornettes. Effectivement, quand on dit ça va coûter cher, ce que je comprends pas, c'est comme si jusque-là, on n'avait rien fait. Je veux dire, alors que la France, en termes d'émissions de carbone, plutôt bien placée, très bien placée en Europe, bien placée. Je suppose que maintenant, ce qui va coûter cher, c'est la conversion en quelque sorte de l'industrie. Parce que si on continue à m'expliquer que c'est en prenant pas de douche, on en a plus, hein. que c'est en prenant pas de douche ou moins de douche qu'on va sauver la planète, là, je bouche mes oreilles à toute réflexion écologique. Donc je suppose qu'il s'agit de ça. Malheureusement, je crois tout simplement qu'on n'aura pas le choix. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourra, si vraiment ce qu'on nous annonce est réel. Alors après, moi, j'ai toujours tendance à penser qu'on prend toujours les scénarios catastrophes par une espèce de jouissance apocalyptique. Mais si ce qu'on nous annonce est réel, on peut même se demander si on pourra conserver la démocratie, en fait. Parce que la réalité, c'est que si les pires, les apocalyptiques avaient raison, ça voudrait dire qu'il faut instaurer vite des dictatures. Ah, c'est ça. Oui. De toute façon, en matière de politique économique, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il y a la fiscalité ou les réglementations. Et pour le sujet écologique, sur lequel j'ai beaucoup travaillé récemment, il y a effectivement pas tant de solutions que ça. Il y a effectivement l'idée d'un prix du carbone, effectivement le fait de prendre en compte l'impact carbone des activités humaines. Et ce prix du carbone, soit vous le prenez en compte dans une taxe, en effet, l'idée de la taxe carbone, soit dans des quotas. Mais dans un sens ou dans un autre, dans tous les
cas, il y a un impact sur les prix ensuite, puisque soit les industriels augmentent les prix en conséquence parce que les quotas doivent être achetés sur le marché, ou alors c'est le consommateur final, comme avec la TVA, qui s'acquitterait d'une taxe carbone qui serait ajoutée à la fin de votre ticket de caisse. Mais dans tous les cas, en fait, il y aura un impact de ce type, et effectivement, c'est inquiétant parce que en réalité, beaucoup de personnes sans doute ensuite verront des budgets qui seront diminués de ce fait. C'est pour ça que moi, je crois de beaucoup plus à l'idée d'un Nutri-Score, vous savez, qui s'appliquerait aux produits, qui sont émetteurs de beaucoup de carbone, de façon à orienter les comportements. Et de la même manière qu'aujourd'hui, faire de la pédagogie, c'est ça que voilà, faire de la pédagogie. En fait, il y aurait ensuite des étiquettes sur les produits, comme ça, si vous avez des produits effectivement qui sont très polluants, ça résout pas la question du financement. Ça résout un peu la question, parce que ça fait qu'en fait, selon les comportements d'achat, vous ne seriez pas différemment, donc voilà, forcément, vous ne seriez pas exposé de la même manière, et il pourrait y avoir des produits qui seraient justement neutres en carbone et donc sans taxe carbone, par exemple. La question, c'est de financer les investissements, il me semble. Pas uniquement, il y a quand même cet aspect-là aussi. Parce que c'est aussi de. Écoutons la parole en tout cas, de notre professeur pour qui va éclairer nos lanternes. Pour atteindre la neutralité carbone, la France devra donc investir, selon les dires, 66 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2030. Alors est-ce que il faut instaurer justement un ISF vert, Olivier Babot, est-ce que d'ici à 2030 l'ISF, oui 2030, cet ISF vert est obligatoire? Est-ce que on ne peut pas faire sans? Alors, merci de m'avoir invité. Il faut peut-être prendre les choses, effectivement, et beaucoup de choses tout à fait exactes et intéressantes qui ont été dites là. Prendre les choses du côté des annonces du gouvernement qui parlent en ce moment d'une stabilité des impôts, voire d'une baisse des impôts, mais qui en même temps nous promet une hausse des dépenses et qui promet à nos partenaires, qui sont ceux qui nous prêtent, et puis nos partenaires européens, une trajectoire budgétaire qui va vers une baisse des déficits, voire une capacité à réduire la dette. Et ben ça décrit ce que les économistes appellent un triangle d'incompatibilité. Ça veut dire qu'on peut pas avoir les trois en même temps. Tu peux pas avoir aujourd'hui une augmentation des dépenses, une stabilité ou une baisse a fortiori des impôts et une trajectoire budgétaire qui est positive, qui est bien orientée. Ça veut dire qu'il y a un des trois qui va sauter. Alors qu'est-ce qui va sauter? Eh ben moi je vais vous donner un pronostic, c'est le côté impôt. Bah oui. Alors c'est dommage parce qu'on est déjà au maximum de notre histoire des prélèvements obligatoires, 45% du PIB, c'est le maximum de notre histoire. Ça a connu au début du quinquennat d'Emmanuel Macron une petite baisse, mais on est revenu à 45%. Le problème c'est qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre continuer à élever les impôts. Alors la première possibilité, c'est les impôts sur les plus riches, disons. Alors attention, si on prend les revenus à partir de 3 600 € par mois, vous faites partie des 10% les plus riches. Absolument, Français, 3 600 net. Voilà, 3 600 net, absolument pour une personne seule. Évidemment, ça dépend de la constitution du ménage. Pour ce qui est des impôts sur le patrimoine, alors... Si vous regardez l'ISF, ancienne méthode, donc avant l'IFI qui existe toujours, impôt sur la fortune immobilière, il y a 2 milliards de différence parce que l'ISF autrefois c'était 5 milliards de recettes, l'ISF aujourd'hui l'IFI pardon c'est 3 milliards. Donc il y a 2 milliards, on n'est absolument pas, vous voyez, dans les grandeurs de ceux dont on a besoin. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait beaucoup plus qu'un impôt sur le capital, là il faudrait une forme de captation, hein. D'ailleurs, c'était plutôt la proposition de l'économiste que vous avez cité, Pisani-Ferry, qui explique qu'en gros il faut prendre, si je me trompe pas, 5% chaque année pendant environ 30 ans. Donc là, on est vraiment dans une forme de spoliation. Alors, le petit problème des capitaux mobiliers, c'est qu'ils sont mobiles, hein, justement, c'est-à-dire qu'ils s'en vont. Bon. Alors, la deuxième chose à signaler aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que la hausse des impôts, elle a déjà eu lieu. Vous avez déjà sans doute noté l'augmentation massive de la taxe foncière. Oui. La taxe foncière, c'est un impôt sur le capital immobilier. Hein. C'est pas l'IFI, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas être riche, vous pouvez même être relativement pauvre et n'avoir que votre logement. 60% des Français sont propriétaires de leur logement. Mais vous allez quand même voir une augmentation massive de la taxe foncière qui est en partie une forme de rattrapage sur la taxe d'habitation qui est passée. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est quand même des augmentations d'impôts, évidemment, que vous allez payer. Alors, pour revenir au problème écologique, et après je m'arrête là, mais effectivement, on n'ose pas trop le dire parce qu'évidemment, c'est vrai que c'est pas super bien en termes de communication, mais il y a un arbitrage très compliqué à faire entre la consommation de masse qui a été en fait ce qu'on a gagné au moment des 30 Glorieuses. Tout le monde a eu accès tout d'un coup à une variété, une quantité de produits extraordinaire, et puis le fait d'arriver à verdir notre écologie, à baisser notre empreinte aujourd'hui. Enfin, sauf innovation technologique absolument majeure, mettons par exemple la fusion nucléaire, donc le fait d'avoir une énergie propre et infinie. Pour l'instant, malheureusement, ça veut dire que on va devoir d'une façon ou d'une autre impacter dans le prix le coût du carbone. C'est ça. Si vous devez payer le coût du carbone, ça veut dire qu'il faut... Alors, le Nutri-Score est une bonne idée, on va en parler, mais si vous mettez le coût du carbone, ça veut dire que c'est beaucoup plus cher. Chaque produit est plus cher.
Et donc, les gens plus pauvres ne rentrent pas sur le marché, comme disent les économistes, c'est-à-dire que c'est trop cher pour eux, donc ils vont plus avoir accès à certains produits. D'ailleurs, regardez, la voiture électrique, elle va faire 50% de prix en plus. Oui, c'est ça. La voiture est en train de redevenir un bien de luxe. Allez. Olivier Babot, restez avec nous. Une réaction j'ai pas bien compris, en fait, ces investissements. Qu'est-ce qui concerne comme opération exactement? C'est-à-dire les grosses masses, disons. Ces sommes, vous avez parlé... 66 milliards. 66 milliards en 7 ans. Excusez-moi, ça commence à être des sommes. Hein. Donc, je voudrais savoir... quel est l'objet, en fait? De changer les usines, de changer les logements, de quoi? Mais exactement, il y a par exemple des choses aussi bêtes et qu'on voit tous que le fait de changer nos vitres et être mieux isolés. C'est partie des choses qui nous permettent de moins évidemment consommer. Il y a la construction de toutes les centrales nucléaires qu'on aurait dû décider il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, mais évidemment après maints intermoiements, on ne le fait que maintenant, donc ça sera prêt d'ici au moins 10 ans. Mais enfin, ça aussi, c'est des investissements importants. C'est en fait plein de changements dans les façons dont on va produire, recycler, réemployer, par exemple le plastique. Et voilà, et les technologies sont pas les mêmes, donc ça veut dire qu'il faut des nouvelles usines, des nouvelles machines, des nouvelles technologies, par exemple pour la motorisation pour les voitures. Voilà, c'est tout ça ensemble. Donc à l'intérieur, évidemment, de ce qu'on appelle la transition verte, il y a plein de choses. Il y a plein de choses extrêmement diverses, dont le point commun, c'est qu'elle coûte de l'argent. On va aller au standard. C'est 66 milliards par an, Elisabeth Lévy. C'est pas sur, c'est 66 milliards par an jusqu'à 2030. Ça me paraît impossible. Pardon, déjà 66 milliards jusqu'à 2030. C'est ce qu'il propose et c'est ce qui est proposé, 66 milliards par an. 0826 300 300. Alain qui nous appelle de Lyon. Oui. Une réaction. Alors là, moi, je vais avoir une position qui va être très particulière. Je pense que je ne vais pas vous choquer. Pour la personne qui ne comprend pas, faut un chiffre très simple. On est à 418 ppm. Alors ppm, c'est particules par million de particules de CO2. On est à un seuil au-delà duquel le dérèglement climatique devient irrémédiable. On peut plus l'arrêter. Et si on fait l'ensemble des particules à effet de serre, on est à 530, 523, un truc comme ça. Ça veut dire que c'est augmenté de 36% pour l'ensemble des particules depuis 1980, et le CO2, on est augmenté de 50% depuis l'an 1700. Pour revenir sur les problèmes d'argent. Alors, si on prend mon cas personnel, nous, on en a eu marre d'aller voir des entreprises, d'aller voir des gens pour essayer de les convaincre qu'il fallait investir, ainsi de suite. Du coup, nous, par exemple, on a mis 300 000 euros de notre poche personnelle, notre argent personnel, dans un bateau qu'on a appelé Océan Attitude pour la lutte pour les océans. Si on veut lutter contre le dérèglement climatique, la première chose, il faut absolument sauver les océans. Il y a ce qu'on appelle le tapis roulant, c'est-à-dire l'ensemble des courants qui parcourent tous les océans, qui font des dizaines de milliers de kilomètres de long, est en train d'être totalement perturbé. Donc tout le climat, c'est ce qui fait le climat, tout le climat est en train d'être perturbé. Et on le voit en France, le plus connu, un des plus connus de ces courants, c'est le Gulf Stream. Oui. Ce qui fait que la France est un pays tempéré, parce qu'il ramène de l'eau chaude depuis les eaux tropicales. Et il est en train de s'arrêter, il est en train de ralentir, il est en train de changer. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un temps qui devient de plus en plus chaotique chez nous. Donc il faut absolument sauver les océans avant toute chose si on veut lutter contre le dérèglement climatique. Oui. Ça passe par les particules de plastique dont vous parliez tout à l'heure, etc. Donc pourquoi on a fait cet investissement ? Ça nous permet maintenant, quand on va avoir une entreprise, de leur dire, nous on a mis tant d'argent, maintenant vous allez nous expliquer comment vous pouvez pas en mettre autant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on est en négociation avec d'énormes groupes. Ouais. Qui sont prêts à mettre des sommes vraiment très conséquentes parce que eux ont il y a une conscience environnementale qui se développe vraiment en leur sein et c'est des boîtes chimiques et compagnie. Oui. Ils sont aussi un petit peu obligés. Ils sont aussi un petit peu obligés complètement. Oui. Et donc ça avance. Mais maintenant, il faudrait que d'autres gens le fassent. Et par contre, là où je suis contre, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on est dans le problème de Rabelais. Rabelais, une fois de plus, a raison. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut absolument que les gens prennent conscience. Ah oui, ça c'est ce que disait Tom Conan. Voilà. C'est la pédagogie qui est importante. Restez avec nous Alain, parce qu'on va prendre Simon qui est aussi en ligne au 0826 300 300. Simon voulait réagir. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir David, et bonsoir à vos invités. Elisabeth, j'ai déjà l'occasion de l'écouter pas mal de fois, ici et ailleurs. Bonsoir Simon. Ainsi que Philippe Bilger, le troisième invité, je n'ai pas mémorisé son nom. Tom. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Bon, simplement moi, évidemment, l'écologie, maintenant, je pense que beaucoup de gens ont conscience qu'il faut effectivement modifier certaines habitudes. Dire que c'est, mais moi, depuis déjà bien longtemps, on sait que l'écologie, de toute façon, on la finance.
tout à l'heure, ça a été cité au niveau des véhicules électriques. Oui. Il faut savoir que de toute façon, les primes sont déjà de toute façon pris sur l'argent du contribuable, donc déjà financé par le biais de nos impôts. Même si cette prime ne suffit pas pour compenser le différentiel de prix entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont financées sans que de toute façon le contribuable soit informé effectivement. Oui, ça passe dans nos impôts et on nous impose, Oui, ça il y a bien d'autres choses, ne serait-ce que la taxe sur les carburants, puisqu'on ne veut surtout pas y toucher parce qu'évidemment on sait que c'est une manette financière importante. Le seul inconvénient, c'est que la France ou même l'Europe, si on veut essayer de prendre une entité un peu plus large, n'est pas en mesure de toute façon d'imposer l'écologie au niveau mondial. Et quand on voit qu'il y a un risque quand même derrière tout ça, c'est qu'on finance beaucoup de choses pour pouvoir justement arriver à une industrie plus verte, mais en face, on risque de perdre au niveau concurrentiel par rapport à des pays comme la Chine ou les États-Unis qui sont beaucoup moins sensibilisés. Ça c'est moins qu'on puisse dire. Restez avec nous, Simon. Merci de votre témoignage. Et on va revenir avec Olivier Babot. Olivier Babot, Elisabeth l'a dit tout à l'heure, et on l'entend un peu partout, on est quand même de très bons élèves en France. Quand on regarde à l'échelle mondiale. Et oui, le drame, c'est surtout qu'on est tous sur le même bateau planétairement. Si la France, c'était le monde c'était la France, on pourrait effectivement imaginer aller très très vite. Et d'ailleurs, on ne serait pas parmi les plus mauvais, même si évidemment, on peut aussi regarder, par exemple, le fait que c'est nous qui avons pollué autrefois, et donc on a peut-être une sorte de passif. Mais aujourd'hui, si toute la France disparaissait de la surface du monde, malheureusement, la Chine, actuellement, augmente chaque année ses émissions de l'équivalent de l'ensemble de nos émissions françaises. Vous voyez, nous, on fait 1% environ, 0,9, 1% des émissions de CO2. La Chine, elle augmente de ça tous les ans. Donc, notre problème, c'est qu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde, en Inde et en Chine en tout, en gros, qui sont en train d'accéder à la classe moyenne, de sortir de la pauvreté. Ces gens-là, ils aspirent à deux choses, avoir une voiture et avoir un climatiseur et consommer. Voilà. Et on voit pas très bien comment arriver à les faire consommer sans que ça soit évidemment destructeur pour la planète. Donc c'est ça qui est très très décourageant. Ça veut dire qu'il faut pas faire d'efforts, mais ça veut dire que malheureusement tous les discours qui ne regardent que les 68 millions de Français, évidemment, ils ratent la réalité de la très grande difficulté qui est que l'enjeu est ailleurs, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus vaste et beaucoup plus dur. Allez, je suis entièrement d'accord avec ça. Effectivement, je pense que en la matière, c'est vraiment une question d'échelle. Effectivement, ceux qui vont vous tyranniser parce que vous économisez pas suffisamment l'eau, parce que vous faites pas suffisamment le tri, etc. C'est totalement absurde parce que à l'échelle, ça ne pèse rien. Il vaut beaucoup mieux concentrer ses efforts sur la conversion de publics ou d'activités qui ont des impacts énormes, colossaux et même qui augmentent chaque année en termes d'impact négatif sur l'environnement que de tyranniser des gens qui font déjà beaucoup d'efforts. Donc, ça serait mieux de fermer les centrales à charbon en Allemagne, par exemple. Donc, ça, premier point. Et effectivement, sur la France, alors, Monsieur Babot l'a dit déjà très bien, mais en effet, on a quand même un avantage incroyable en France, c'est qu'on pourrait demain, potentiellement, en tout cas, évidemment, avec un certain temps devant nous, tout électrifier. Et avec cela, effectivement, avoir un impact carbone qui soit neutre. Jusqu'au moment où on va nous dire l'électricité, c'est pas bien. Électrique, on pourra peut-être en reparler, mais moi, ce qui me frappe souvent dans le débat sur l'écologie, c'est qu'on a eu beaucoup de raisons de craindre qu'en fait ce soit généralement des mesures anti-pauvres. Je pense aux zones les zones à faible émission, les ZFE, où en gros on bannirait les guimbardes. Je suis désolé, la France périphérique, elle n'a pas les moyens de s'acheter des bagnoles neuves. Pour l'instant, c'est un peu mis en suspens. Il y a des zones à faible émission, mais là, ils font un peu marche arrière. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a aussi une façon de dégoûter. C'est ça. Je veux dire, notamment les classes populaires de l'écologie, en leur donnant le sentiment qu'on va les punir, les priver de tout plaisir. Jusqu'au jour où on nous dirait que les voitures électriques, c'est beaucoup plus loin à fabriquer finalement que ce que ça l'intérêt que ça a sur les voitures. Vous pouvez déjà le dire aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup Olivier Babot d'avoir été avec nous, économiste et président de l'Institut Sapiens et auteur de ce livre La tyrannie du divertissement, publié chez Buchet-Chastel. Vous restez avec nous.